Nous sommes ici à réfléchir à ces différentes formes d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, la capacité de se lier les uns aux autres. Et en fait, il y a une intelligence énorme qui est déjà là depuis très longtemps, dont on a une expérience extrêmement longue sur des centaines de milliers d'années où on est là sur Terre. C'est une forme d'intelligence qui, en fait, est liée à du non-humain, mais qui a beaucoup de traits qui nous concernent directement. C'est donc cette forêt qu'on connaît bien, qu'on croit connaître, mais qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus complexe que ce qu'on croit et qui revêt beaucoup plus d'aspects que ce qu'on imagine. Si on s'approche d'une forêt, maintenant au printemps, bien au courant de l'été, on va constater que cette forêt naturelle, lorsqu'on la laisse se développer de manière spontanée, n'est pas visible en transparence. On ne voit jamais à travers une forêt. Vous survolez la forêt, vous ne voyez jamais 1 mètre carré de terre nue. La forêt enveloppe toujours son intérieur. Et cette apparence spontanée de la forêt, cette forme de fermeture, d'enveloppe qu'elle crée, est en fait un message très important de ce que la forêt veut être. En fait, en tant qu'enveloppe, la forêt l'a été de manière considérable. Toute l'Europe, avant que l'être humain ne s'y implante et ne s'y déploie, était couverte de forêts. Des forêts à 80% pratiquement du territoire européen. 20% c'est ce qui était en altitude, au-delà de 2000 mètres, où il n'y a pas de forêt à cause des conditions, ou des zones un peu en Europe de l'Est, zones de steppe, Ukraine et ainsi de suite, Hongrie. Mais ailleurs, c'était entièrement couvert de forêts. La forêt est en fait une enveloppe forestière, une enveloppe végétale à 3 dimensions. Et ça, c'est une notion très importante, une notion importante qui concerne pas seulement l'Europe, mais aussi l'Amérique, par exemple, ou la Terre tout entière. Vous prenez la Terre, aujourd'hui, la manière juste de considérer la Terre, de plus en plus de scientifiques se rallient à cette notion que James Lovelock avait introduite, c'est la notion que la Terre, Gaïa, est un organisme, est un être vivant avec lequel l'être humain a une affaire. Eh bien, cette Gaïa, comment se couvre-t-elle pour se protéger de la radiation solaire qui est maximale au niveau de l'équateur, le soleil est angle droit, eh bien, elle se couvre de forêts. Elle est entourée de forêts spontanément, à moins qu'on continue de déboiser ces forêts de manière très risquante pour le climat de la Terre. Cette enveloppe forestière, aujourd'hui, on la comprend différemment qu'il y a très peu de temps. Autrefois, on croyait que les arbres poussaient bien sous les tropiques humides parce qu'il y fait chaud et humide, justement. Et aujourd'hui, on comprend que c'est exactement le contraire. S'il fait chaud et humide en Amazonie, c'est parce qu'il y pousse des arbres. C'est grâce aux arbres que l'équateur, la ceinture équatoriale, est fraîche, est chaude, mais libre d'impact solaire trop fort, riche en biodiversité. C'est le hotspot de diversité de la Terre, en animaux, en végétaux, toute cette ceinture équatoriale, parce qu'il y a les arbres qui entretiennent la vie et le climat là-bas. Et lorsqu'on comprend les arbres d'une manière nouvelle, c'est aussi ce que l'intelligence nous permet de faire lorsqu'on commence à réfléchir sur notre manière de penser. Il y a des choses paradoxales qu'on peut expérimenter, qui sont très fertiles, auxquelles intuitivement on ne pense pas trop. Par exemple, on peut être à la fois organisme et organe d'un organisme d'ordre supérieur. Vous prenez la forêt, un arbre tout seul, vous pouvez le déraciner, le replanter ailleurs, il va repartir, il faut prendre des champignons avec, ça va mieux. Eh bien, cet arbre organisme va se redévelopper, il a une forme d'autonomie. Mais lorsqu'on laisse cet arbre se développer librement, lorsque les oiseaux amènent des graines, etc., on arrête de faucher autour, cet arbre va très rapidement s'accompagner d'autres arbres, des jeunes qui vont le rejoindre, et ça va faire une société d'arbres qu'on appelle aujourd'hui une forêt naturelle, lorsque c'est des graines de la région naturellement présentes qui s'installent. Et cette forêt
est en fait une communauté d'arbres et chaque espèce d'arbre, chaque essence d'arbre, comme on les appelle, est un organe de cet organisme forêt. Le chêne est un autre organe que le tilleul. Le chêne et le tilleul poussent ensemble beaucoup mieux que séparément. Ils ont besoin l'un de l'autre, ils se stimulent l'un l'autre. Et la forêt, ce n'est pas seulement du chêne et du tilleul, c'est des dizaines et des dizaines d'essences, ça dépend de quelle forêt on parle. Et là, vous avez ces interactions qui sont absolument fabuleuses, parce que les arbres sont à la fois organismes et deviennent organes d'un organisme d'ordre supérieur, d'un méta-organisme qu'on appelle forêt. Ça, c'est une forme d'intelligence déjà intéressante, une première forme d'intelligence que nous démontre la forêt. On peut être à la fois individu et membre d'une collectivité. Nous ne sommes des individus humains à ce niveau de développement aujourd'hui que grâce aux communautés humaines qui nous ont précédés. Et à notre tour, nous avons des contributions à y apporter. L'égoïsme n'a rien à faire là-dedans. Il y a beaucoup plus à faire avec cette forme d'interaction. Et dans ces interactions, vous avez quelque chose de très intéressant qui a trouvé son terme. C'est l'intelligence émotionnelle des arbres, des plantes en général, des arbres. La science est en train de découvrir que lorsque vous vous approchez d'une plante ou d'un arbre avec une intention, moi-même, nos équipes, on a même mis des électrodes sur les arbres, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui se passent. Les arbres sont ultra sensibles, ils sont sensibles au rythme lunaire, au passage de la Lune dans les constellations, mesurables électriquement, les marées électriques. Eh bien, lorsqu'on s'approche d'un arbre ou d'une plante avec une intention positive ou négative, eh bien, l'arbre réagit différemment électriquement. Donc voilà ce que sont les arbres. Mais quel est le langage des arbres entre arbres et arbres? Il y a probablement une communication électromagnétique. On est aussi en train de mesurer ça. On constate qu'il y a des échanges. Mais qu'est-ce qu'ils se disent? Ça, c'est une autre question. L'intelligence à l'œuvre. Vous entrez dans la forêt, vous entrez dans une atmosphère. C'est une autre atmosphère. C'est comme entrer dans un être qui vous dépasse. Et en périphérie de la forêt, il se passe des choses. Mais à l'intérieur de la forêt, c'est le cœur de la forêt qui bat. Là, c'est des choses expérimentées qui sont très profondes. Et ça nous amène à définir un nouveau terme, un néologisme, un nouveau concept pour saisir les choses correctement. On a toujours besoin d'un concept. Qu'est-ce qu'une chaise? Une fois qu'on a compris, on est capable de construire toutes les chaises du monde et de reconnaître toutes les chaises du monde. Mais tant qu'on n'a pas le concept de la chaise, la fonction d'un objet qui sert à... Eh bien, on est sans possibilité de développer, d'aller plus loin. Eh bien, ce nouveau concept s'ajoute au concept de biosphère. La biosphère, c'est toute la sphère vivante qui enveloppe la Terre, aquatique, terrestre, parfois aérienne, qui est quelque part entre la géosphère et l'atmosphère, la troposphère, etc. Eh bien, au sein de la biosphère, c'est un terme en fait beaucoup trop vague. C'est presque pas utilisable. C'est une raquette de tennis avec un seul trou. On ne peut pas faire grand-chose avec ça. Mais au sein de la biosphère, on comprend maintenant qu'il faut désigner la forêt d'une manière particulière. C'est la sylvosphère, la forêt qui a tendance à s'envelopper pour protéger son intérieur, surtout du point de vue hydrologique. Garder son eau pour l'utiliser de manière efficace et aussi pour la redonner plus loin dans le paysage, la forêt comme château d'eau. Voilà le terme de sylvosphère qui est en train d'être développé et qui permet de regarder la forêt différemment. Cette sylvosphère, c'est la canopée naturellement, mais aussi la lisière forestière qui, comme je l'ai dit, enveloppe et protège l'intérieur de la forêt. Et c'est là-bas qu'il y a le plus de biodiversité. Et cette biodiversité de la lisière forestière, ça fleurit, ça foisonne, c'est des ronces, c'est des aubépines, des prunelliers noirs, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas seulement du végétal, c'est du végétal et de l'animal. La forêt, ce n'est pas seulement du végétal, c'est de l'animal et du végétal. Et dans le sol, c'est du fongique. C'est 3 F, flore, faune, fonge. Eh bien, cette enveloppe forestière surtout, cette lisière forestière est habitée très densément par l'animal. C'est des oiseaux, des insectes, des batraciens, des mammifères. Et cette enveloppe abrite les animaux qui sont la partie mobile de la forêt. Ils sont forêt autant que le végétal, et la forêt a une partie mobile qui va et qui vient. Les ambassadeurs, les renards qui vont 3 km, qui reviennent avec leurs poules, qui enterrent la poule pour qu'une fois que les petits dans le terrier auront été finis d'allaiter, auront quelque chose de bien faisandé à manger. C'est délicieux, une poule faisandée.
Eh bien, c'est comme ça que le renard fonctionne. C'est l'ambassadeur qui va 3 km et qui revient. Les oiseaux, certaines distances qui reviennent avec leurs graines, les déjections, les chauves-souris, c'est aussi des ambassadeurs qui vont et qui viennent. Et ça va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine, parce que tous ces animaux, c'est des êtres vivants qui ont leur perception du monde particulière. Les chauves-souris, c'est très différent de notre perception. On ne les entend pas, mais elles entendent beaucoup plus de choses que nous. Et chaque espèce, chaque insecte, chaque oiseau, chaque mammifère a sa vision du monde. Et finalement, c'est la vision du monde de la forêt. La forêt a ses yeux sous forme de chauve-souris, sous forme de pie-grièche ou sous forme de renard. C'est les organes des sens de la forêt. Et tout ça ensemble forme une intelligence collective. Et la manière de percevoir le monde est décrite magnifiquement par Ed Yong, par exemple, Un monde immense, comment les animaux perçoivent le monde. Et c'est en fait comment la forêt perçoit le monde grâce aux animaux. Et lorsque quelqu'un me parle, je ne dis pas c'est ton larynx qui me parle, c'est toi qui me parles à l'aide de ton larynx. Donc tous ces animaux sont en fait des organes, des sens de la forêt, des organes, des outils de l'intelligence forestière. Et concernant les oiseaux, ou la manière de s'exprimer qu'a la forêt, on peut aujourd'hui aborder une nouvelle technologie scientifique, c'est de faire des enregistrements, des échogrammes ou bien des enregistrements acoustiques d'organismes ou d'écosystèmes et les écouter déjà, identifier les espèces qui s'expriment acoustiquement, mais aussi les visualiser, comme c'est le cas ici. Et là, c'est l'exemple d'une forêt tropicale à travers 24 heures. La journée, au milieu de cette image, c'est à peu près calme. Il y a quelques bruissements d'insectes, des oiseaux relativement discrets, quelques batraciens. Mais le soir, c'est comme si vous mettiez la disco en route. Et c'est tout l'hiver, toute la nuit, un vacarme infernal pour ceux qui n'aiment pas le bruit ou qui n'aiment pas les jolis sons. Et le matin, après toute la nuit de vacarme, c'est l'apothéose avec les singes hurleurs, après tout tombe. Ça, c'est la forêt tropicale telle qu'elle s'exprime. C'est le chant de la forêt. Donc on a ici clairement la vue d'un organisme qui s'exprime. Et plus il a d'espèces, et plus il aura d'espèces végétales, et plus il aura d'espèces animales, et plus la diversité est là, et plus la forêt sera jubilatoire dans son expression acoustique. Et cette forêt, elle communique beaucoup plus loin que ce qu'on imagine initialement. Les oiseaux dont je parlais, c'est aussi des oiseaux migrateurs. La forêt envoie ces oiseaux en Afrique, elle les rappelle, et ils reviennent avec des messages particuliers, avec naturellement, ils ont mangé, ils ont bu de l'eau là-bas, et ils reviennent constitués différemment. Et lorsque les oiseaux reviennent pour mourir dans leur forêt d'origine, ce qu'il reste de cet oiseau, c'est de l'eau africaine. Et l'eau, on sait maintenant dans le nouveau paradigme qu'elle est capable de stocker des informations. C'est de l'eau informée Afrique. Voilà la forêt qui communique avec les autres continents. Et on connaît très bien les passages de ces oiseaux migrateurs. Ils ont plusieurs voies, Gibraltar ou la Turquie, etc. Et ils reviennent toujours. Aujourd'hui, on sait même que c'est des insectes qui font des migrations et qui reviennent en plusieurs générations d'insectes. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et par les rivières, la même chose, vous avez les poissons qui descendent de la rivière, les saumons, les truites, des poissons qui sont à la fois d'eau douce et d'eau de mer. Eh bien, ces poissons descendent et les saumons vont vivre plusieurs années dans l'océan et reviennent, remontent la rivière où ils sont nés, où les alevins se sont formés pour le frais, pour se reproduire. Et là, c'est une double apothéose, c'est à la fois la reproduction, une apothéose, mais aussi la mort, puisque tout ça, c'est pour donner la vie à d'autres organismes. Et là, on comprend que ces rivières à saumon sont beaucoup plus riches en vie que les rivières avec des barrages qui empêchent les poissons de circuler. C'est là où les forêts ont encore le contact avec l'océan, communiquent avec l'océan au travers des saumons, l'eau qui descend et le saumon qui remonte. Eh bien, là, vous avez une vie incroyable qui se développe. C'est les rivières à ours. Il y a 80 fois plus d'ours là où les rivières ont encore les saumons qui circulent librement que là où le saumon n'est plus libre d'alimenter les ours pour ceux qui n'arrivent pas jusqu'en haut pour se reproduire.
Et ça, c'est la rivière qui communique avec l'océan. Et une forêt vraiment puissante, c'est une forêt qui a ces très vieux arbres où les organismes sont encore différents. Ils se sont mis en place au cours des centaines d'années, parfois des milliers d'années. Des rivières qui communiquent avec les continents, avec les océans. Et c'est des forêts qui ont toute la totalité de leur possibilité de développement grâce à cette faune, grâce à ces champignons et grâce à cette intelligence collective que la forêt met à l'œuvre. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi dans d'autres cultures, ici au Costa Rica ou en Amazonie, on parle de l'esprit de la forêt, parce qu'eux sont capables de se connecter à cette intelligence collective forestière, aux esprits de la forêt, à l'esprit de la forêt. Et chez nous, finalement, nous parlions aussi autrefois, mes grands-parents, ma grand-mère parlaient de l'esprit de la forêt. On sentait là encore vibrer quelque chose de très ancien, de celtique probablement, où on savait que la forêt a un esprit. La forêt murmure, la forêt chante, la forêt vit. Et c'est comme ça que je nous souhaite à tous de revoir la forêt et de la traiter avec respect. Merci.